Bonjour, merci à vous d'être venu pour cette troisième conférence consacrée à l'histoire de la diplomatie dans le cycle qui accompagne l'exposition que vous pouvez voir actuellement au Petit Palais consacrée à l'art de la paix. Je vous rappelle que vous pourrez, dès qu'elles seront en ligne, écouter les conférences, regarder, puisque désormais elles sont filmées, les conférences passées sur le cycle du comité d'histoire. Et pour cette troisième conférence, je suis ravie d'accueillir Jean-Pierre Bois, professeur d'histoire moderne, spécialiste de l'histoire de la diplomatie et de la paix, auteur notamment de La paix, histoire politique et militaire, d'un ouvrage qui est reparu récemment en poche, De la paix des rois à l'ordre des empereurs, et aussi pour son dernier ouvrage, auteur d'une biographie de Lafayette, paru en 2015. Voilà, je lui laisse tout de suite la parole. Bonne conférence. Merci beaucoup. Je vous remercie tous aussi, mesdames et messieurs, d'être là pour entendre une conférence qui n'est pas la première que vous allez entendre sur la paix. Et comme ce n'est pas la première, les premiers mots que je vais vous dire ne vont pas vous étonner. Parler de la paix, c'est très compliqué dans la mesure où elle ne se définit que par ce qu'elle n'est pas, à savoir la guerre. Mais je ne suis pas venu vous parler de la guerre. Je ne suis pas non plus venu uniquement vous parler de son entour diplomatique. J'ajouterai, moi, à mon discours un petit peu la réflexion théorique sur, pour reprendre l'expression qui est le titre de l'exposition, sur l'art de la paix. De toute façon, la guerre constitue quand même un décor. Alors, comme moi je suis un vieux prof, donc j'ai l'habitude des ficelles pédagogiques, et je m'en suis tout de suite autorisé une. Je suppose que vous connaissez l'histoire des guerres. Donc, nous allons vraiment parler de l'histoire des paix. Mais j'embrayerai un peu sur la guerre de temps en temps. Et pour vous convaincre, je vous donne des définitions de la paix, des définitions que donnent des esprits dont vous avouerez que le niveau n'est pas contestable, avant 1715, avant sa mort, Fénelon, dans un ouvrage qui est publié en 1734. L'examen de la conscience d'un roi, c'est l'un des écrits posthumes. On ne fait la guerre, je me trompe de ligne, il faut malgré soi faire vigoureusement la guerre par le désir sincère d'une bonne et constante paix. La paix résulte d'une bonne guerre. Il ne fait que répéter ce que des générations de théologiens, de politiques et de diplomates et de rois ont dit avant lui. Louis XIII, au milieu du XVIIe siècle, quand il entre en guerre contre l'Autriche et puis ensuite contre l'Espagne, dit « Je fais une bonne guerre pour avoir une bonne paix ». Et je prends dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle le dictionnaire de Trévoux. Dictionnaire de Trévoux, c'est le grand dictionnaire de la langue française qui a, avec beaucoup de succès, concurrencé celui de l'Académie. Il était infiniment plus gros et il racontait plein d'histoires en plus. Le dictionnaire de Trévoux, qui est la référence de tous les auteurs du XVIIIe siècle, et dans sa dernière édition, 1771, parlant de la paix, dit « On ne fait la guerre que pour faire la paix. Ex bello pax ». C'est le vieux « Si vis pacem parabellum ». Alors, c'est dans ce cadre-là que je suis quand même obligé de situer mon discours sur la paix dans un cadre qui est celui des guerres, que vous voyez inscrit ici par les dates, 1713, 1798. 1713, c'est les traités d'Utrecht. Monsieur Belli en a certainement parlé à cette même tribune, qui mettent l'Europe en paix après un siècle de guerre, sinon 2 siècles de guerre, sinon encore plus, parce qu'on peut remonter jusqu'au Moyen-Âge. Et 1798, c'est le congrès, comme il y avait eu un congrès à Utrecht, qui se réunit à Rastatt, pour une fois c'est pas en Hollande, qui a pour objet de remettre l'Europe en paix après un cycle de guerre. Donc, mes deux dates sont des dates militaires ou diplomatiques. Dans ce cadre-là, je m'intéresserai, moi, aux deux acteurs de la paix qui tournent tous les deux autour de la même problématique, comment obtenir et maintenir la paix. C'est pas tout de la faire. En gros, la faire, c'est assez facile, il suffit d'arrêter de se battre. Mais comment la conserver une fois qu'on l'a faite? Et ça, c'est plus difficile, parce qu'on retrouve toujours de nouvelles raisons de se battre contre celui avec lequel on vient de faire la paix. L'histoire nous le démontre. Alors, les principaux acteurs de cette sorte de problématique civilo-militaire sont d'une part
des praticiens de la paix, les diplomates, la diplomatie, c'est un art, ça s'apprend, c'est un métier. Les diplomates ne sont que des exécutants. Au-dessus du diplomate, il y a le souverain. Et parmi les souverains, il y en a un dont je valoriserai la figure tout à l'heure avec plus d'éclat que c'est fait dans les livres. Vous me permettrez de prendre sa cause à pleine main. C'est celle de Louis XV, qui a introduit dans l'équilibre de l'Europe et le droit de la paix un principe extraordinaire en 1748. Alors je reviendrai là-dessus, et je préfère parler de Louis XV que des diplomates qui entourent Louis XV. Ça deviendrait trop microscopique. Et puis à côté des acteurs de la paix, il y a les théoriciens de la paix. Ceux qui l'imaginent, qui la redessinent, qui la théorisent, qui cherchent pourquoi elle ne dure pas, comment pourrait-on la faire mieux pour qu'elle dure. Des esprits un peu intellectuels, jadis surtout des théologiens. Au XVIIIe siècle, ils sont devenus plutôt des philosophes. C'est l'ère des Lumières. Tous ces gens-là, les diplomates comme les théoriciens, parlent français. Dans le titre, là, vous avez la paix française. C'est pas uniquement à cause de Louis XV, qui est français, comme vous le savez. C'est parce que le français, premièrement, c'est la langue diplomatique du XVIIIe siècle. De nos jours, c'est l'anglais. Ça, vous le savez. Pourquoi c'est l'anglais ? C'est pas que ce soit une belle langue, c'est plutôt moche. C'est pas que ce soit une langue riche, parce que franchement, par rapport au français, c'est plutôt pauvre. Tous les Anglais ne sont pas Shakespeare. Bon, mais au XVIIIe siècle, c'est la langue, c'est le français qui joue le même rôle que l'anglais aujourd'hui, pour des raisons politiques, commerciales, philosophiques, naturellement. Le français est devenu la langue officielle des traités de paix en 1679. Au moment des traités de Nimègue, lorsqu'on les met par écrit, qu'on va les diffuser, les publier, on décide de passer au français pour tout le monde, pour une raison simple, c'est toute l'Europe parle français. Alors on parle français avec elle. Ça a duré, on l'ignore souvent ça, je sors de mon cadre chronologique, mais c'est pas grave, jusqu'en 1878, les actes du congrès de Berlin qui se tient entre les trois empereurs de l'époque, Autriche, Allemagne et Russie, sont publiés dans le journal officiel de l'Allemagne, qui est devenu un empire, en français, qui reste encore la langue diplomatique. De nos jours, c'est plus le cas. Et puis, il y a un théoricien français qui a, je vous en parlerai un peu longuement de lui, il est pittoresque à beaucoup de points de vue, qui a dominé la réflexion sur la paix. Il n'est pas tellement connu, je pense que vous ne connaissez pas tous son nom, c'est l'abbé de Saint-Pierre. C'est pourtant lui qui a écrit un ouvrage qui traverse le XVIIIe siècle et qui, aujourd'hui, début du XXIe siècle, je trouve, est toujours d'actualité. Alors c'est autour de cette pensée française, cette paix française, que moi je ferai tourner mon discours. Mais, vous m'excusez, je suis bien obligé de partir d'un point de départ. 1713, l'Europe est en paix. Qu'est-ce que ça veut dire ? Premièrement, ça veut dire dans son histoire, pour les gens qui sont vivants en 1713, devant eux, 30 années de paix. Vous ne sursautez pas. Vous auriez dû être étonné, vous exclamer, dire « Ah, comment est-ce possible ? C'est la première fois de notre histoire. 30 années de paix où il n'y a pas de guerre. Et encore, c'est possible parce que je fais un affreux mensonge. Sinon, on retomberait dans l'ordinaire. En réalité, c'est 30 années de paix européenne sur les bases du traité d'Utrecht, qui lui-même renvoie à un modèle de paix que je vais évoquer un petit peu après, qui est celui de Westphalie 1648, dont vous avez déjà entendu parler. 30 années de paix, et c'est tellement nouveau, tellement précieux, qu'on a tout fait en s'apercevant que finalement, vérité élémentaire, la paix c'est mieux que la guerre. Dans l'ensemble, ça tue moins de monde. Et du coup, on a tenté de la conserver. Ce qui fait que la guerre de 1719, appelée par les historiens guerre de 395 jours, contre l'Espagne, elle est la première, depuis Vercingétorix, là j'exagère un peu, mais elle est la première qui n'entraîne pas un conflit européen. Ça reste une affaire franco-française, qui est réglée dans le cadre européen par des traités de paix, négociés à l'échelle européenne. Premier traité de Vienne, 1725, deuxième traité de Vienne, 1731. La guerre suivante, la guerre de succession de Pologne, oui, elle est devenue une guerre européenne. Mais avec l'un des acteurs traditionnels des guerres, l'Angleterre, qui a dit « moi, j'en fais pas partie ». Donc, vous ne vous battez pas, et l'Angleterre a désigné les champs de bataille. Vous ne vous battez pas dans les Pays-Bas.
Sinon, les Pays-Bas, c'est la Belgique, hein. On est au XVIIIe siècle. Si la guerre a lieu en Belgique, l'Angleterre dit, mais nous, on est obligé d'intervenir, on veut quand même pas que les Français s'emparent des ports belges. C'est pas possible, hein. Alors, les Français, les Autrichiens, là, sont allés se battre ailleurs, sur le Rhin et en Italie, des territoires traditionnels de guerre. Ça n'a pas donné une guerre comparable à la guerre de succession d'Espagne, à la guerre de Ryswick, enfin celle de la Ligue d'Augsbourg, ou à la guerre de Hollande, hein. C'est une guerre qui est limitée sur 2 petits territoires et qui, en gros, a fait 2 morts assez illustres pour qu'on dise, bon, maintenant, on arrête, hein. Sur le Rhin, ça a été le maréchal de Berwick, et en Italie, ça a été le duc de Villars, hein. Moyennant quoi, on commence, tout en disant qu'on est en guerre, à négocier la paix. On met longtemps. Le 3e traité de Vienne date de 1738. La guerre, en gros, s'est déroulée en 34, un petit peu 33, un petit peu 35. Hein. Mais moyennant quoi, on a sauvé la paix. En revanche, on n'arrive pas à la sauver une nouvelle fois par un nouvel accord diplomatique, hein, lorsqu'il s'agit de la succession d'Autriche. Pourquoi est-ce que la guerre de succession d'Autriche devient une guerre européenne et qui remet en cause toutes les, on va dire, les équilibres de la paix? Parce que le principal acteur de cette guerre, ce n'est plus le roi de Pologne. La succession de Pologne, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un petit prince italien ou des Pays-Bas, qu'est-ce que c'est? C'est l'empereur qui est mort. C'est la succession de l'Empire, hein. Or, depuis 1713, alors là j'entre vraiment dans le sujet, depuis 1713, la paix qui existe en Europe, qui est celle qui a été négociée pendant des années assez longuement, assez durement par les diplomates, en particulier ceux de Louis XIV, repose sur un principe fondamental qui est le principe d'équilibre. Les gens du XVIIe siècle ont élaboré ce principe. Ils l'ont introduit dans le droit international qu'on appelle à l'époque le droit des gens. Le mot international n'existe pas à cette époque. Dans le droit des gens, à l'occasion des traités de Westphalie. Ce principe d'équilibre que je vais vous décrire a été le socle de la paix et rappelé à chaque occasion de traité de paix depuis 1648. En 1678-79, tous les traités signés à Nimègue se placent sous le signe de la paix de Westphalie. En 1797-98 jusqu'à 99, les traités signés, et puis un peu ceux qui sont signés après, la paix de Ryswick, après le congrès de Ryswick, renvoient à la paix de Westphalie. Les traités d'Utrecht, tous les traités d'Utrecht, renvoient à la paix de Westphalie. C'est notre système de paix, nous le confirmons. Et ce système de paix repose sur un principe de paix qui se trouve mis en cause en 1740, dans les faits naturellement, hein, qui est le suivant. On le dit en termes actuels qui ne sont pas les termes de l'époque. Hein. Nous, on parle du principe d'équilibre. À l'époque, le mot employé, c'est le mot balance. Hein. Nous, on parle du principe d'équilibre. La paix est le rêve de tout le monde. Sur ce point, on est d'accord. Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, il y a eu 2 visions de la paix pour qu'elle soit durable et longue. La première a disparu dans le courant du XVIe, c'est la paix par absence de guerre possible en ayant un seul souverain pour l'ensemble des pays qui existent. C'est la paix avec un souverain unique, qui soit toujours à l'échelle de l'Europe, on raisonne dans une Europe monde, et qui peut être une paix de caractère religieux ou de caractère politique. Si elle est de caractère religieux, le souverain unique, ce sera le pape. Il n'a jamais réussi à l'être autrement que sur le plan spirituel. Hein. Et puis, au XVIe siècle, avec la division de la chrétienté en différentes confessions, l'unité de la paix pontificale ne peut plus exister. L'autre paix unique possible, c'est la paix impériale. C'est le vieux rêve des empereurs du Moyen-Âge, c'est le rêve de Charles Quint, on peut le dire. Et Charles Quint, qui a été l'empereur qui a, de toute l'histoire que l'on connaît, régné sur l'empire le plus grand, hein, puisqu'il va de l'Amérique mais jusqu'aux confins de la Pologne. Hein. Charles Quint lui-même a renoncé au rêve de la monarchie universelle,
avec beaucoup de hauteur et beaucoup de grandeur. Il a compris qu'elle n'était pas compatible avec l'émergence, au cours de plusieurs siècles, de ce qu'on appelle, nous, d'un mot qui apparaît à l'époque dans la langue courante, l'émergence des nations. On parlera plutôt à l'époque des monarchies souveraines, souvent absolues. Et Charles Quint lui-même abdique, pas beaucoup de souverains qui étaient capables de faire ça. Il abdique avant d'être mort, évidemment s'il abdique c'est qu'il est encore vivant, pour pouvoir séparer ces couronnes en deux ensembles qui ne communiquent pas, sauf par le fait qu'elles sont cousines, la couronne impériale et la couronne espagnole. L'une va à son frère, l'autre va à son fils. Alors, une fois qu'il a achevé ça, 1556, il peut mourir et ça lui prend 2 ans. Il meurt en 1558. Moyennant quoi, il veut un ensemble d'États. Cet ensemble d'États fonctionne très mal jusqu'en 1600, on va dire 48, je m'en tiens au traité de Westphalie, on pourrait dire 59, traité des Pyrénées, ce système est en guerre. Et les gens de Westphalie ont amélioré cette vision de Charles Quint en créant le principe d'équilibre. L'équilibre, c'est l'équilibre entre deux grandes puissances. Les deux qui dominent l'Europe, c'est-à-dire le monde. D'une part, l'Empire, en gros, c'est l'Europe continentale. D'autre part, la France. En gros, c'est l'Europe occidentale. Je ne dis pas atlantique. Occidentale. La France n'a pas les caractères d'une puissance maritime. C'est donc un équilibre à deux. Les diplomates du XIXe siècle, Bismarck en particulier, faisaient très bien remarquer, mais c'est déjà vrai, que dans un équilibre, tous les diplomates le savent, dans un équilibre à deux, il faut être le troisième. Le troisième, au XVIe siècle, c'est l'Espagne. Elle n'existe plus au XVIIe. Elle disparaît. La dynastie elle-même arrive à son terme. Au XVIIe siècle, le troisième alors, c'est la Suède. La Suède n'existe plus au XVIIIe. La Suède a eu 2 rois guerriers, Gustave Adolphe et Charles XII, ils sont tous les 2 morts au combat. Mais après la mort de Charles XII, 1718, Frederickshall, on n'en parle plus de la Suède. Elle devient une puissance de paix qu'elle est restée depuis ce jour et qu'elle est toujours aujourd'hui. La Suède il y a l'épisode napoléonien, mais ça c'est une singularité de l'histoire, n'a plus participé à aucune guerre européenne. Alors, la place est libre pour un nouveau troisième. Et ce nouveau troisième est apparu dans le jeu international dans le courant du XVIIe siècle et présent aux négociations d'Utrecht, c'est l'Angleterre. L'Angleterre qui, au traité d'Utrecht, s'inscrit comme une puissance continentale européenne. Après tout, en 1714, l'année suivante, la succession de la couronne anglaise, couronne d'Estuaire, venue d'Écosse, se fait sur la tête d'un prince hanovrien, Georges de Hanovre, qui devient Georges Ier, roi d'Angleterre. Il reste électeur de Hanovre. L'Angleterre a encore le pied en Europe. Mais en même temps, vous savez que les Anglais, ils ne sont pas comme nous, les Anglais. Diplomatiquement, militairement, sur le plan naval, ils ont toujours eu quelques avantages sur nous. Et en particulier, plus je crois que souvent, les diplomates ou les souverains français, les Anglais sont capables d'avoir une vision très longue en avant. En 1713, très discrètement, dans un petit article, ils se font remettre par Louis XIV l'Acadie, c'est-à-dire déjà la moitié du Canada français. Je vais vous parler de l'autre moitié tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que les Anglais prennent déjà pied sur l'espace maritime et colonial entre la France et l'Amérique. Après, ils continuent à multiplier les comptoirs sur les autres côtes. Néanmoins, voilà, c'est un système à deux avec le troisième qui se met finalement un petit peu, on dirait avec un anglicisme en stand-by. Et puis, après le troisième, j'ajoute à Bismarck qu'il ne faut pas oublier tout le peuple des quatrièmes. Les quatrièmes, c'est les petites puissances. Petites, en 1713, la Prusse, la Saxe, les Pays-Bas, Venise, toutes ces puissances qui peuvent intervenir dans des jeux d'alliance, qui peuvent intervenir dans des coalitions, dans le cadre d'une guerre européenne, qui peuvent autoriser de laisser traverser leur territoire par des armées, il ne faut pas les négliger, mais dont aucune d'entre elles n'a vocation à dominer l'Europe. Elles sont trop petites. Et puis après,
il y a ceux que je n'ose même plus numéroter. C'est tous les petits princes qui ont des micro-principautés, des villes libres, des petits territoires, qui, eux, vont servir de monnaie d'échange chaque fois qu'on fait un traité de paix. Et c'est ce qui s'est passé. Alors là, je vais revenir dessus. Là, c'est de la diplomatie, mais de la diplomatie facile. C'est ce qui s'est passé pour le règlement de la guerre de succession de Pologne. Moi, je le trouve extraordinaire. Je vous avoue que j'aurais aimé vivre à l'époque, mais tenir un journal. Bon, la une de mon journal, elle aurait été drôle. C'est la guerre de succession de Pologne. Elle oppose à l'origine le prince électeur de Saxe à la diète de Pologne. Le prince électeur de Saxe veut être élu roi de Pologne, et la diète de Pologne veut élire, probablement, pour autant qu'on puisse savoir ce que veut la diète de Pologne, un prince plutôt polonais qu'un prince saxon. Le saxon fait appel à l'appui russe, le polonais fait appel à l'appui français, d'autant plus légitime que Louis XV a épousé la fille du polonais en question, Stanislas Leczinski. Louis XV soutient la cause de son beau-père, les Russes soutiennent la cause contre la France du prince électeur de Saxe. Ça donne la guerre de succession de Pologne. À vrai dire, ça ne met pas en jeu le destin de l'Europe. Tout le monde le sait, la Pologne, elle fait partie du peuple des troisièmes. Alors, l'Angleterre peut dire, moi je ne joue pas ce jeu, je suis en dehors de cette guerre. Et comment, entre les deux puissances d'équilibre, France et Autriche, règle-t-elle cette guerre? C'est absolument admirable. Par la force, la victoire, la corruption, la pression, l'amicale nécessité, employez les mots qui vous conviennent. Premièrement, le roi candidat, le futur roi, qui n'a pas été roi, polonais, mais on l'appelle le roi quand même, Stanislas Leczinski, accepte de renoncer à la couronne de Pologne en échange du duché de Lorraine. Le duché de Lorraine, c'est le peuple des quatrièmes, il sert de monnaie d'échange. Mais donner à un prince polonais le duché de Lorraine, je ne sais pas comment vous voyez ça, vous, aujourd'hui, mais mettez-vous à la place des Polonais, des Lorrains de l'époque. Les Lorrains voient arriver un type qu'ils n'ont jamais vu, qui, à vrai dire, parle français et parle allemand. Alors, je ne vais pas dire qu'il ne parle pas lorrain. Bon, il parle le français, il parle l'allemand, il parle le polonais, il est polyglotte, en plus, Stanislas Leczinski. Mais il ne connaît pas la Lorraine. La Lorraine, d'autre part, on la donne à ce prince, mais elle a déjà un prince. C'est le duc François III. Elle ne va pas en avoir deux. Qu'est-ce qu'on va faire de François III? Et puis, troisièmement, en Lorraine, il y a aussi des Lorrains. Et à eux, on n'a pas demandé leur avis. Ça a donné une scène assez pittoresque. Lorsque Stanislas, devenu duc de Lorraine, est venu prendre possession de ce duché, à Lunéville, puis à Nancy, il a eu à faire face, lui qui était un bon vivant, à ce que j'appellerais la première opération ville morte de l'histoire. Il annonce à la ville de Nancy, je vous offre un festin. Il arrive sur la place que vous connaissez, la place Stanislas, ça ne s'appelle pas encore comme ça, déserte, les volets fermés, rien, personne. Mais Stanislas Leczinski, il a du cœur, il dit, moi je fais le festin quand même. Alors là, les Lorrains, ils ouvrent la fenêtre, ils disent, quand même, il a du cœur ce gars-là. Bon, néanmoins, lorsque la dernière archiduchesse, la dernière duchesse d'Autriche, elle n'était pas régnante, Élisabeth quitte la Lorraine, les Lorrains sont en larmes. Et pour eux, c'est un monarque étranger. Et puis, il y a le cas de François. Qu'est-ce qu'on va en faire? François III. Alors lui, c'est facile. On l'amadou. On lui dit, on va te donner mieux que la Lorraine. Comme si ça existait. Mais mettez-vous à la place des Lorrains. Le duc de Lorraine est le souverain de la maison la plus ancienne de l'Europe, donc du monde. Elle remonte, et elle, c'est vrai. Pour d'autres, c'est faux. Mais elle remonte aux compagnons de Charlemagne. La Lorraine, c'est un duché souverain qui a toujours réussi à sauvegarder au moins 3 mètres carrés de souveraineté, et qui est le seul de notre histoire. Et on lui dit, t'es viré, et à la place, on te donne la Toscane, Florence. Alors, il va en Toscane. Pourquoi on lui donne la Toscane? Là, c'est commode, il n'y a pas à virer le dernier grand-duc de Toscane, c'est Gaston VII de Médicis, il est en train de mourir, et il est tellement vieux qu'il n'aura plus de successeur. Donc, la maison des Médicis s'éteint. Et on envoie François de Lorraine en Toscane, et alors lui, il commet ce qui reste à mes yeux un crime épouvantable. C'est pas lui qui a été victime d'une opération ville morte, mais c'est lui qui, quand il arrive à Florence, déclare « Oh, mon Dieu, que cette ville est laide !»
Oh, ça. Et les Florentines, détestables. Oh. Mais comment peut-on dire ça, hein? Bon, en fait, il a une raison valable. Il avait aucune envie d'aller en Lorraine, car il visait, lui, parce que lui, il savait ce qu'il y avait de mieux que la Lorraine. S'il y avait de mieux que la Lorraine, c'était l'archiduchesse d'Autriche, hein, Marie-Thérèse. Ah ben oui, à l'époque, elle est encore toute jeune. C'est pas la grosse mère de la fin de sa vie, hein. Elle est toute jeune, elle est à marier, et il est sur les rangs. Il faut dire, l'histoire de la Lorraine a été compliquée. Il a passé son enfance à la cour de Vienne. Donc en plus, il la connaît. Et en réalité, pour lui, c'est une occasion inespérée d'être, si j'ose dire, un prince à marier, éventuellement à Marie-Thérèse, sans que ce mariage provoque une guerre. Car sinon, si lui, étant duc de Lorraine, avait épousé Marie-Thérèse, aussitôt la France, Louis XIV l'a fait 2 fois, hein, la France aurait fait une 3e fois, entre en Lorraine, l'occupe et l'annexe. Hein. Ça aurait provoqué une guerre européenne. S'il est plus duc de Lorraine, ben c'est très bien, il a Marie-Thérèse. Et dans Marie-Thérèse, ce qui est intéressant, c'est sans aucun doute Marie-Thérèse, mais ne vous trompez pas sur les sentiments des rois. Hein. Un roi peut être amoureux, mais en pareil cas, il va dans les cuisines ou dans les bergeries. Hein. Non, un roi, ce qu'il regarde, c'est les couronnes. Marie-Thérèse, c'est l'assurance de la couronne impériale. Autrement dit, a accepté d'aller à Florence, ville détestable, hein, il est sûr de gagner la couronne impériale. Et pour que personne ne s'y trompe, hein, il dit Florence est tellement moche et les Florentines tellement détestables que je repars tout de suite à Vienne. Donc à Florence, ben, ils n'ont eu personne à bouder ou à fêter. Hein. Et à vrai dire, ça leur convenait beaucoup mieux. Hein. Le Grand-Duché de Toscane est resté dans les terres de la maison souveraine de Habsbourg-Lorraine, hein, lorsqu'il l'aura épousée, car il épouse en 1737 Marie-Thérèse. Vous voyez, c'est un jeu de dominos dans lequel, vous remarquez, on n'a pas consulté ni les Lorrains, ni les Florentins, ni, à vrai dire, Marie-Thérèse. Hein. Mais ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est le jeu diplomatique. Alors, en 1740, le problème de la succession impériale se pose parce que l'empereur Charles VI, empereur défunt, avait imposé une sorte de loi d'État qu'on appelle pragmatique sanction, qui était le maintien de la couronne dans la famille des Habsbourg, hein, et même s'il s'agit d'une femme, il s'agit des couronnes autrichiennes. Hein. Tous les souverains français ont dit d'accord, on respectera cette pragmatique sanction. Dès qu'il est mort, tous disent ah oui, mais attendez, il y a une raison pour laquelle on ne peut quand même pas tenir parole là, hein, parce que Marie-Thérèse, qui deviendrait ensuite impératrice. Bon, bref, ils seront tous revenus sur leur parole et la guerre éclate. Guerre de succession, l'équivalent de la guerre de succession d'Espagne, avec d'autres termes diplomatiques, qui dure aussi longtemps, hein, 8 ans, et qui se termine. Alors, c'est là qu'elle est intéressante, hein, par un coup d'éclat diplomatique qui est celui de Louis XV, qui est absolument remarquable, extraordinaire et tellement inconcevable qu'il n'a pas été compris. Et comme Louis XV est un homme qui ne s'exprime pas comme Louis XVI, hein, il ne parle pas, il ne dit pas pourquoi il fait, eh bien, ça lui a plutôt causé du tort que valu de la gloire. Hein. Vainqueur de la guerre de succession d'Autriche, Louis XV, c'est lui qui impose les clauses du traité, qui va être signé, traité de paix. C'est la première fois de l'histoire universelle. Mais je remonte au paléolithique, là. Hein. C'est la première fois que le vainqueur renonce à toutes ses conquêtes. Il renonce à toutes ses conquêtes, et en particulier, c'est cela que l'Europe a remarqué, la conquête des Pays-Bas, alors que les Pays-Bas, nous, mais depuis le milieu du Moyen-Âge, on cherche à les conquérir, alors que c'est à Bruxelles, capitale des Pays-Bas, ça veut dire Belgique, hein, capitale des Pays-Bas, que se trouvent les drapeaux perdus par François Ier à la bataille de Pavie. Et lui, Louis XV, c'est-à-dire Maurice de Saxe, a conquis les Pays-Bas en entier. Hein. Ça a mis 4 ans, mais il en est maître. Hein. Et Louis XV y renonce, avec un argument incompréhensible pour les gens de l'époque. Il dit, ces gens-là, les Belges, ne m'ont pas réclamé comme souverain. Ils ont donc, pour la première fois de l'histoire, le peuple, la nation, a droit à la parole. Tout le monde a crié, mais il est fou. Les Anglais ont dit, oh, quelle aubaine pour nous, parce qu'ils avaient peur qu'on prenne tout.
on aurait pris Anvers. Hein. Ça aurait sans doute relancé la guerre avec l'Angleterre. Hein. Et Louis XV, lui, en profite pour dire, moyennant quoi, nous allons revisiter l'équilibre européen. Hein, et c'est ce qu'il fait dans les 10 années suivantes, se rapprochant de l'impératrice Marie-Thérèse. Hein. Alors, il introduit en fait dans le droit international un principe nouveau, dit en termes actuels, qui ne sont pas ceux de Louis XV, c'est la révocation du droit de conquête. Hein. Cela n'a pas été compris, lui ne l'a pas expliqué, et avant que ça rentre dans les perspectives diplomatiques longues, il faut encore un certain nombre d'années. Donc, moi, je trouve que Louis XV aurait mérité le prix Nobel de la paix, mais à son époque, il n'existait pas. Et de toute façon, il aurait plutôt eu le prix Nobel de l'ânerie, hein, parce que personne n'a compris ce qu'il a fait. Il a eu conscience que l'équilibre devait être revisité. Et ça lui semble quelque chose à réadapter. Il n'est pas le seul. Un théoricien français à la même époque a eu la même vision. C'est l'abbé de Saint-Pierre. Alors, dont je vais vous parler un petit peu, sans doute trop longuement, il faudra me faire taire. Si je n'ai pas tout dit, vous me poserez des questions sur l'abbé de Saint-Pierre. Hein. L'abbé de Saint-Pierre, c'est un esprit très original, qui cultive son originalité jusqu'au ridicule. Il est gentil, il est bon, il est pieux, il aime tout le monde, il n'a pas d'ennemis. Il faut être un peu méchant quand on fait de la politique. Hein. Lui, il n'est même pas méchant. Hein. Il arrive très exactement dans la pensée morale et philosophique française, ou morale et politique française, entre la génération des Lumières, qui n'est pas encore née, et celle du siècle classique qui vient de disparaître. Il succède au siècle classique. Vauban est mort en 1707, Bois-Guilbert en 1711, le duc de Bourgogne en 1712, Fénelon en 1715. Il ne reste plus personne du temps de Louis XIV. Hein. Si, l'abbé de Saint-Pierre, mais il était trop jeune à l'époque pour parler quand les vieux comme Vauban ou Fénelon s'exprimaient. Alors, on ne le connaissait pas. Et il arrive avant la génération des Lumières, celle qui occupe la place, en gros, à partir de 1740. On pourrait dire à partir de 1721, avec les lettres persanes de Montesquieu. Hein, mais Montesquieu est encore jeune, et puis Montesquieu n'a pas eu la diffusion des Lumières. Son livre a eu du succès, mais c'est Voltaire qui fait parler les Lumières. Hein, puis après Rousseau. Hein, et Voltaire est à l'époque un tout jeune homme, il est né en 1694. Rousseau est un bambin, il est né en 1712 ou 13, je me trompe peut-être d'une année, c'est pas grave. Hein. D'Alembert, idem. D'Alembert est né en 1717, Diderot en 1713 ou 12. Il y en a un avec Rousseau, ils se partagent l'un une date, l'autre l'autre. Hein. Ce sont des galopins en 1715, hein. C'est des petits. L'abbé de Saint-Pierre, il est entre les deux. Voyez, mais il n'arrivera pas à s'imposer parmi les philosophes des Lumières, parce que quand les Lumières arrivent avec les grands écrits de Montesquieu, l'Esprit des lois, hein, avec l'encyclopédie, voyez, lui, l'abbé de Saint-Pierre, il a l'air d'un vieux grand-père archéologique. Hein, et comme sa vie a été semée d'histoires un petit peu, je ne vais pas dire scabreuses, il n'y a rien de scabreux chez l'abbé de Saint-Pierre, mais folklorique, fantaisiste. Hein, qu'est-ce qu'on a retenu de son histoire? Premièrement, que dans cet espace de temps où il n'y a que lui qui écrit, 1713, 1718, 5 ans. Après 1721, Montesquieu prend la plume. Il a réussi à écrire des traités politiques qui font scandale. Exemple, le traité sur la police inaudit, dans lequel il assaisonne Louis XIV sauvagement, ce qui lui vaut d'être chassé de l'Académie. Les académiciens se débarrassent de lui parce qu'il a insulté Louis XIV en disant que si tous les rois avaient été comme Louis XIV, le monde entier aurait vraiment reculé. C'est un roi de guerre qui n'a fait que la guerre. Bon. Et les académiciens chassent aussi parce qu'ils règlent des vieux comptes. L'abbé de Saint-Pierre, c'est pas un homme habile. Moi, j'aime bien les gars comme ça. Il a des grosses sabots. En 1712, avant d'écrire le traité dont je vais parler ensuite, 1713, en 1712, l'Académie cherche à écrire un autre ouvrage après le dictionnaire. Le dictionnaire arrive à son terme, c'est la mission de l'Académie, il va être publié. Qu'est-ce qu'on fait? Le secrétaire général consulte tous ses collègues. Mes chers confrères, qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons faire une grammaire? Le premier à répondre, c'est l'abbé de Saint-Pierre, académicien dont on n'avait jamais entendu parler, et qui, soit dit au passage, jusqu'alors écrit aucune ligne. Il répond par un écrit
qu'il est allé lire à ses confrères de l'Académie, dans lesquels il dit, en gros, je résume de manière un peu brève et brutale, il dit, à quoi bon vous laisser faire une grammaire? Avez-vous vu ce que vous êtes? Premièrement, leur dit-il, vous êtes toujours absent. Et c'est vrai. Quand on regarde les registres de l'Académie, ils sont 40, vous le savez. Alors, imaginez qu'il y ait 4 ou 5 à remplacer, on n'est plus qu'à 35-36, dont 7 ou 8 trop vieux pour se déplacer. Il devrait être une trentaine aux séances. Mais quand on prend les relevés de séances, quand ils sont 12, il y a foule. Et il y a des séances où ils sont 3, à savoir le secrétaire général, le chancelier et l'abbé de Saint-Pierre. Et les autres ne sont pas là. Alors l'abbé de Saint-Pierre leur dit, si vous travaillez un petit peu au lieu d'être ailleurs. Et puis il ajoute, parce qu'il est bon, il dit, encore quand vous êtes là, on regrette que vous soyez là. Parce que la méthode que vous avez pour travailler, c'est la pire qui soit. Voilà comment vous fixez, mesdames et messieurs, la définition d'un mot. Chacun écrit sa définition sur un papier, la lit et on la met aux voix. C'est pas comme ça qu'on travaille, dit l'abbé de Saint-Pierre. Alors, quand les académiciens ont une occasion de le virer, ils la loupent pas. Mettez-vous à leur place. C'est arrivé en 1718. En 1713, il publie un ouvrage qui est d'une toute autre portée. C'est son projet de paix perpétuelle, qui est dangereux déjà parce qu'il intervient dans le domaine diplomatique alors qu'il n'a aucune formation diplomatique. Au moment où Louis XIV est en train de régler la paix d'Utrecht, lui est allé à Utrecht comme secrétaire de Polignac. Donc en plus, il a tout vu, tout lu, tout entendu. C'est un petit peu un rôle douteux d'écouter les autres puis de faire son travail perso. Bon, il est en position un peu ambiguë. Il donne des conseils à Louis XIV. Il faut quand même oser que Louis XIV d'ailleurs ne suivra pas. Mais ce traité a surtout un intérêt majeur, et 30 ans avant Louis XV. Il met en cause le principe d'équilibre. Et lui, tout à l'heure, j'ai dit on parle de balance au XVIIe siècle. Lui, l'abbé de Saint-Pierre, emploie le mot équilibre. Et il dit le principe d'équilibre est censé apporter la paix. Très bien, regardez l'histoire. Depuis qu'il a été mis en œuvre, traité de Westphalie, il y a eu comme guerre, ouvrez les guillemets. Et je cite que les plus importantes, la guerre de Hollande, la guerre de la Ligue d'Augsbourg, la guerre de succession d'Espagne. Vous voulez donc en faire une 4e, que vous renouvelez le principe d'équilibre? C'est un principe de guerre, dit l'abbé de Saint-Pierre. C'est ce qui se produit pour l'année 1740. C'est un principe, le mot qu'il emploie lui, c'est le principe d'inéquilibre. Vous ne créez pas l'équilibre, vous créez les données de l'inéquilibre et vous prolongez les guerres entre deux grandes puissances. Et ça se reproduira. Alors, dit l'abbé Saint-Pierre, moi j'ai une solution bien meilleure que celle-là. Et il propose sa solution, je la résume très brièvement. Premièrement, il faut que les souverains, tous les souverains d'Europe, aujourd'hui, 1713, ils sont d'accord, qu'ils en profitent, mettent entre eux en place une assemblée qui siégerait dans une autre ville que les grandes puissances. Il la loge à Utrecht, lui. Une assemblée qui, seule dans l'Europe, aurait le droit de décider de la guerre ou de la paix. Et ci-dessous, premier principe, une assemblée permanente dotée du droit de guerre et de paix. Au-dessus des rois. Dire ça à des monarques absolus, c'est risqué. Et deuxièmement, si cependant, il y a des membres de cette assemblée qui sont prêts à se faire la guerre, alors l'assemblée aura le droit, le devoir, la mission de recourir au principe de l'arbitrage. C'est elle qui arbitrera. Elle ne prendra pas les armes. Il n'y aura pas d'alliance. Mais elle arbitrera. Au besoin, elle fera arbitrer par des neutres, par des gens extérieurs au conflit. Une assemblée permanente dotée d'un pouvoir souverain et le droit d'arbitrage. On comprend le système, là. C'est plus l'équilibre. C'est au contraire un système dans lequel la guerre ne peut plus avoir lieu. La conséquence, c'est qu'il n'y a plus de question de grande ou de petite puissance. Il y a des puissances qui ne changent pas. Plus de conquête. Comme Louis XV, il révoque le droit de conquête. Plus d'héritage, ça bouleverse la carte de l'Europe. Plus, non, rien, on reste comme on est. Il fige l'Europe sur sa carte et dit désormais, on a 2 systèmes extérieurs pour qu'elle ne bouge plus. Donc il n'y aura plus de guerre. Je le dis, moi, en 3 minutes. L'abbé de Saint-Pierre le dit en 750 pages. Alors c'est déjà moins clair. D'autant plus qu'il y a des répétitions, il y a des redondance, il y a des naïvetés, il y a des ignorances, il n'est pas du monde diplomatique. Donc il y a des erreurs dans ses affirmations. Il y a beaucoup d'approximations sur les maisons souveraines.
hein. Il y a des contradictions. Mais écrivez un livre de 700 pages. Et dites-moi si vous arrivez à le faire de manière linéaire, absolument parfait. Non, ça c'est oui, s'il avait été un bon académicien français, peut-être il y serait arrivé. Hein. Mais c'est pas le cas. Alors son livre lui vaut surtout la réputation d'être illisible, ce qui est vrai. Hein. Moi, je l'ai lu, hein, mais là, c'est parce que je suis vertueux, hein, parce que franchement, sinon, j'aurais pas pu. Hein. D'être illisible et en même temps d'être en dehors de la réalité. Proposer aux monarques une assemblée qui leur soit supérieure. Mais quand un monarque est monarque absolu, comment un monarque absolu peut-il renoncer à un fragment de sa souveraineté? Si c'est le cas, il n'est plus absolu. Or, l'absolutisme n'a aucune autre légitimité que sa propre existence. Alors, on ne peut pas la couper en rondelles. Et quant à faire arbitrer un conflit entre la France et l'Autriche par, je ne sais pas moi, la Suède et Venise, il dit non mais, là c'est pour les gens du XVIIIe siècle, c'est rocambole. Hein. Il y a le gros et les petits. Restons les deux grandes puissances de l'équilibre, et puis il y a les micro-puissances du 4e ou du 5e ou du 6e rang. Hein. Ça ne passe pas. Alors ça lui vaut la réputation d'être utopique. Néanmoins, il a lancé le débat sur la paix, et la vertu de l'abbé de Saint-Pierre, ce n'est pas la qualité même de son traité, ce n'est pas que son traité ait été lu, car il se présente de manière telle qu'il a été peu lu, c'est... Mais vous ne serez pas étonné que même ceux qui ne l'ont pas lu en ont beaucoup parlé. C'est banal, hein? C'est moi qui ai lu beaucoup de comptes rendus de mes bouquins dans les journaux. Je peux vous dire que l'abbé de Saint-Pierre, il existe toujours. Hein? Il n'y a pas de problème. Il a entraîné un débat, un vrai débat, sur la paix. Et ce débat a été entendu peut-être par Louis XV, après tout. Car la décision de Louis XV va dans le sens du retour à la case départ avant la guerre, donc on ne change pas les États. Alors lui introduit l'abolition du droit de conquête et la naissance du droit des nations, en réalité, d'où, 40 ans après, le mot international qui apparaît dans le langage. Hein. Ce que l'abbé de Saint-Pierre ne va pas, il ne va pas jusque-là. Néanmoins, on voit bien qu'il y a quelque chose de changé. Pour autant, le système continue à courir. Louis XV n'a pas eu plus de succès que l'abbé de Saint-Pierre. Simplement, ça va modifier quand même les cartes, l'équilibre change. Louis XV, finalement, se réconcilie entre 1748 et 1756 avec l'impératrice Marie-Thérèse. Ils échangent des correspondances, des courriers, des cadeaux. Hein. Louis XV reçoit des caisses de Tokaj de Hongrie. Hein. Il aimait bien ça, dit-il. Hein. L'Angleterre, elle aussi, voyant cette énorme puissance, cette alliance s'installer dans le cœur de l'Europe, va modifier son point de vue sur l'Europe. Elle s'allie avec la Prusse. Voilà un nouveau système de 2 qui deviennent 4. D'un côté, France-Autriche, de l'autre, Prusse-Angleterre. Une sorte d'équilibre à 2 un petit peu revisité, dans lequel intervient un 5e larron dont je n'ai pas encore dit le nom, mais qui est maintenant trop gros pour ne plus passer inaperçu. C'est la Russie, qui à l'époque est dans le camp, on va dire, de Louis XV. Louis XV avait une très bonne relation, très bonne correspondance avec l'impératrice Elisabeth Petrovna. On voit que l'Europe n'a plus du tout la même allure. Est-ce à cause de cela que la guerre suivante, pour la première fois, là aussi, de l'histoire de l'Europe, commence hors d'Europe? Oui. Elle commence en Inde, entre les Français et les Anglais, Duplex et la compagnie anglaise qui tient l'Inde, ou elle commence au Canada, encore entre les Français et les Anglais, Montcalm, au Québec, hein, et les Anglais qui ont pris pied en Amérique, qui ne sont pas encore un État indépendant. En 1754, Duplex est rappelé honteusement, il n'a pas été soutenu. Duplex avait entrepris de constituer un véritable empire en Inde. Mais Duplex, gouverneur de Pondichéry, agissait au nom de la compagnie. Louis XV ne l'a pas accepté. Hein. Duplex n'a pas été soutenu, il est rappelé. Hein. Et il est rappelé puis disgracié, comme on dit à l'époque. Hein. Et au Canada, on entre dans un état de guerre entre Montcalm, qui arrive en 1756. Ah, quand même, Louis XV a dit, il faudrait aller voir ce qui se passe là-bas.
Mais il n'a jamais envoyé de soutien à Montcalm. Montcalm n'a jamais été aidé. Il a appelé au secours quand la guerre a commencé aussi en Europe. Elle a commencé en Amérique avant. Quand on dit il n'a pas été entendu, Louis XV abandonne Duplex, Louis XV abandonne Montcalm, n'oubliez pas quand même que lorsque je dis que Montcalm a appelé à l'aide, entre le moment où il appelle et le moment où Louis XV reçoit le courrier, il se passe 6 mois au minimum. Et en 6 mois, on a d'autres choses à faire. D'autant plus que finalement, entre les deux blocs, France-Autriche et Angleterre-Prusse, la guerre vient de commencer sur le territoire européen. Donc elle a commencé dans les colonies et elle va se dérouler sur les territoires européens. Sur les colonies aussi, Montcalm est mort. En Inde, les Anglais ont tout ramassé, c'est plus simple. Nous avons, nous, de la guerre de 7 ans, appelée guerre de 7 ans, la vision de la guerre européenne. Nous savons qu'elle a commencé par une année plutôt en faveur de la France, 1756, une année désastreuse pour la France et l'Autriche, 1757, avec la défaite de Rosbach pour les Français, 5 novembre 57, de Leuthen pour les Prussiens, 5 décembre 57. Les deux armées françaises et autrichiennes sont étriées tour à tour par l'armée prussienne et elles ne s'en relèveront pas. Encore que le sort des armes a été beaucoup plus partagé ensuite. Minden, Klosterkamp, ce ne sont pas des défaites honteuses, il y a des victoires. Ce qui a fait basculer la victoire définitivement du côté prussien, c'est le changement d'impératrice en Russie. L'impératrice Élisabeth est morte et son successeur Pierre III, c'est un fanatique prussophile et il renverse immédiatement son alliance. Et alors que Frédéric avait à lutter aussi contre la Russie, il met les forces de la Russie au service de Frédéric. Alors Louis XV fait la paix, c'est la paix de Paris, 1763, parce qu'il est quand même avisé, il n'a pas envie, déjà il n'a pas envie de voir les Prussiens chez lui, mais il n'a surtout pas envie de voir les Russes chez lui. Alors il fait la paix avant que l'armée russe qui est annoncée arrive. C'est la paix 1763. Et quand on regarde cette paix 1763, on constate que c'est close. Ça veut bien dire que l'équilibre change, que la vision de l'espace change, que la nature de la paix change. Ces clauses sont coloniales ou maritimes. Elles ne sont quasiment pas territoriales en Europe. Oui, la Silésie, voilà, la Silésie est prise par Frédéric II aux dépens de l'Autriche. Et on ne demande pas leur avis aux Silésiens. Ça, c'est le droit du plus fort à l'ancienne. Mais c'est quasiment la seule modification territoriale. Le reste, c'est le Canada. Tout le Canada qui passe aux Anglais. Et nous, on est horrifiés. Mais soyez moins horrifiés que je le suis. Mais c'est parce qu'on connaît, nous, la carte du Canada. On sait jusqu'où il va. Vers le nord, vers l'ouest. À l'époque de Louis XV, on a une vision du Canada qui est totalement fausse. Les cartes de l'époque, c'est pas les cartes de Google. Faut le retenir, ça. Mais Louis XV abandonne aussi, et ça on ne le dit pas assez, il abandonne toute l'Inde, sauf les 5 fameux comptoirs, dont jadis dans les écoles on apprenait le nom et qui maintenant ont disparu et semblent des mots inconnus d'une langue étrange. Chandernagore, Pondichéry, Yanaon, Karikal, Mahé, on ne sait même plus où c'est. Les Anglais ramassent aussi toutes nos possessions d'Afrique. Ils ne sont pas fous, les Anglais. Saint-Louis du Sénégal devient anglais. Ça ne va pas durer très longtemps. Et les Anglais n'ont pas réussi à ramasser le dernier morceau, mais on l'a donné à l'Espagne en remerciement de son soutien pendant cette guerre que nous avons perdue. C'est la Louisiane. Ce qui fait que les clauses extérieures font que pour la France, on regarde la carte, on dit on n'a rien perdu, on va quand même pas se fâcher, c'est Voltaire qui l'écrit, pour quelques arpents de neige. En réalité, ce qui se passe derrière cela, c'est la modification totale de l'équilibre de la paix en Europe. Pour la première fois, elle est négociée à l'échelle mondiale. Et du coup, l'équilibre entre deux puissances devient faux. Parce qu'à l'échelle mondiale, il n'y a pas équilibre entre deux puissances. Il y a un numéro 1, c'est l'Angleterre, qui a tout ramassé. Ils savent jouer, les Anglais. S'il y avait un numéro 2, ce serait l'Espagne. Et l'Espagne de Charles III, ce n'est pas l'Espagne de Philippe IV. Elle commence à se relever. Et l'Espagne vient de nous ramasser la Louisiane. Alors s'il y a vraiment des perdants,
ben, c'est pas vraiment Louis XV ou l'Autriche, et la Prusse, c'est pas vraiment gagnante. Les perdants, c'est l'Europe qui perd sa place de centre du monde. Désormais, la diplomatie va avoir une vision mondiale. Ceci dit, les Anglais l'ont déjà, la vision mondiale. À vrai dire, la reine Elisabeth Ier l'avait sans doute elle-même déjà. Le temps qu'elle entre dans les usages diplomatiques et dans les actes diplomatiques et dans les guerres que l'Europe continuera à avoir, il faut attendre encore 2 à 3 générations. C'est au 19e que tout ça va se décanter. On arrive au moment de la Révolution française avec quand même conceptuellement un bagage nouveau. Premièrement, le traité de l'abbé de Saint-Pierre a été repris par Rousseau. Et Rousseau, il écrit mieux que l'abbé de Saint-Pierre. Je ne vous conseille pas de lire l'abbé de Saint-Pierre, mais je vous conseille de lire Rousseau. Les Confessions sont quand même un ouvrage admirable dans lequel il parle beaucoup de l'abbé de Saint-Pierre. Rousseau, lui, a analysé le système de l'abbé de Saint-Pierre. Et, si j'ose dire, il n'a pas vraiment conclu. Il constate que ce système est réellement utopique. Il est sincère, il est de bon cœur, mais il est utopique parce que les rois ne peuvent pas renoncer à leur souveraineté et, pour une autre raison, c'est que l'abbé de Saint-Pierre ne s'adresse qu'aux rois qui ne peuvent pas renoncer à leur souveraineté au lieu, c'est là l'erreur de l'abbé de Saint-Pierre, de s'adresser aux nations dont Louis XV a vu qu'elles existaient. Et, dit Rousseau, c'est pas aux rois qu'il faut proposer la paix. Ils sont incapables de faire la paix. Regardez autour de vous. Qu'est-ce qu'ils font, la guerre? Ils assiedent leur puissance. Ils font valoir leurs droits dynastiques. Les rois sont des objets de guerre. C'est au peuple, naturellement pacifique. C'est l'époque du bon sauvage, cette vision positive qu'on a de l'homme. On croit au bonheur à l'époque. C'est au peuple qu'il faut s'adresser. Donc, dit Rousseau, je schématise un petit peu, ça, c'est dans le Jugement sur la paix perpétuelle, publié en 1782. C'est pas dans le commentaire qu'il fait en 1761. Donc, dit Rousseau, faut se débarrasser des rois. Et comment se débarrasse-t-on des rois? Ils sont légitimes. Ils sont absolus, mais nul ne le conteste. Si, il faut le contester. C'est la révolution. Donc, dit Rousseau, il n'y a pas d'autre solution que la révolution. Mais, ajoute Rousseau, lisez jusqu'au bout le Jugement sur la paix perpétuelle, publié en 1782, après la mort de Rousseau. Entraîner les peuples dans des révolutions pour qu'ils se débarrassent des rois, cela provoquerait tant de violence en Europe que mieux vaut y renoncer, dit Rousseau. Ce que les révolutionnaires n'ont sans doute pas lu, puisque pour eux, Rousseau devient le modèle, l'éloge, la référence, etc. Bon, donc Rousseau voit très bien les faiblesses du système, mais il n'a pas de solution réelle. En même temps, il y a tous ceux qui reviennent d'Amérique en 1780, 81, 82, qui commencent à se répandre en France, mais également en Europe. En France, surtout, le premier d'entre eux, Lafayette. On vient de vous rappeler que j'avais fait sa biographie. Et moi, je décris Lafayette qui vient d'Amérique, avec dans son bagage un vocabulaire nouveau, république, liberté, citoyenneté, nation, souveraineté. Des mots nouveaux non pas en soi, car tous ces mots existaient avant, mais nouveaux dans leur sens. Quand Lafayette parle de république, il ne pense pas à la construction politique que nous appelons république. Il pense à la res publica latine. La res publica, c'est-à-dire, elle est définie comme cela dans le dictionnaire de Trévoux, j'ai vérifié également, la société tout entière. C'était un concept beaucoup plus large, qui peut politiquement s'adapter à une monarchie. Autrement dit, Lafayette n'est pas prêt à allumer la révolution d'après 92. Celle de 89, pourquoi pas, pour arriver à une autre monarchie. Il n'est pas le seul. Tous ces gens qui sont nourris de ce vocabulaire moral et politique, qui a une sorte de résonance universelle, ce sont eux qui peuplent l'Assemblée des Constituants. Et en 1790, les Constituants proposent à l'Europe une paix nouvelle qui n'est ni l'équilibre, ni le système de l'abbé de Saint-Pierre, revisité par Rousseau ou non. C'est une espèce de texte extraordinaire
Moi, je vous disais tout à l'heure, j'aurais aimé là, être un peu journaliste à l'époque, mais un journaliste a la vie très longue. Hein, parce que j'aurais aimé aussi être à la Constituante en train de prendre des notes pour le journal du soir. Hein. En mai 1690, les constituants, ils sont quasiment 1000 à 1200. Hein. Il y a des absents, je vous rassure. Hein. Ils n'ont pas de micro, hein. Ils ont la voix, ils crient comme des tonnerres, quelques porte-voix parfois. Hein. Sont réunis pour un débat sur le droit de la guerre et le droit de la paix, à savoir qui déclarera la guerre ou qui déclarera la paix. Et ce débat est extraordinaire parce que pendant une semaine, on a des chefs-d'œuvre d'éloquence universelle où brusquement on voit réapparaître l'abbé de Saint-Pierre et tous ceux qui l'ont précédé, Sully et d'autres, hein, où l'on voit passer la moitié des auteurs latins en citation latine, parce que les constituants ils parlent le latin, comme vous parlez l'anglais, hein, et qui conclut par un texte absolument extraordinaire, hein, que, en gros, je résume, c'est pas l'expression des constituants, je l'avoue, une déclaration de paix au monde. Hein. On ne fera plus la guerre. Voilà. Nous, Français, nous, future monarchie constitutionnelle, nous ne ferons plus la guerre. La guerre est définitivement révolue. Nous sommes, nous, une puissance pacifique. Le seul cas où l'on pourrait être amené à contre-cœur et avec douleur, hein, à faire un petit peu la guerre, mais quand même pas trop, c'est la légitime défense. C'est-à-dire si le pays est envahi. Là, bon, on fera la guerre. Mais la France ne déclarera plus jamais la guerre à qui que ce soit. La France est une puissance de paix. On connaît la suite. Hein. On connaît la suite. 2 ans après, la France déclare la guerre. C'est elle qui déclare la guerre. Entre-temps, il y a eu la succession de Joseph II, il y a eu Léopold, il y a eu l'avènement de François, le François II, empereur d'Autriche, qui deviendra François Ier à l'époque de Napoléon. Hein. Entre-temps, il y a eu la radicalisation du mouvement populaire à Paris, ce qui fait que dès que la Constituante met en œuvre sa constitution, qui donne l'Assemblée législative, en réalité les dés sont déjà pipés. Le peuple révolutionnaire veut déjà plus. Et lui parle de république. Le mot république apparaît dans le langage des sections au 17 juillet exactement, 1791. Hein. Mais cette fois, il paraît avec le sens que la République prendra en l'an 2, c'est-à-dire un système politique avec un pouvoir populaire, pouvoir né de la rue, pouvoir des sections. Alors, en 92, lorsque Louis XVI, encore roi des Français, non plus roi de France, hein, déclare la guerre, c'est encore une séance à laquelle j'aurais aimé assister à l'Assemblée législative. Hein, c'est Dumouriez qui lit la déclaration de guerre au roi de Hongrie et de Bohême, c'est-à dire François II, qui n'est pas encore élu empereur. Hein, il sera élu empereur le 14 juillet suivant. Donc pour le moment, il n'est que roi de Hongrie et de Bohême. Hein, la France déclare la guerre. En gros, c'est une guerre préventive pour imposer le succès de la Révolution à l'Europe qui n'en veut pas. Donc, on n'est plus du tout dans le discours de la Constituante. Ça donne, cette déclaration de guerre, le cycle des guerres de la Révolution. 92, Valmy, 20 septembre 92, c'est plus une victoire de la monarchie, elle a été suspendue. Mais ne dites pas que c'est une victoire de la République. La République ne commence que le 21 septembre. Hein. Alors Valmy, c'est la victoire de Dumouriez et Kellermann. Voilà. Hein. Et puis après, il y a Jemmapes. Ça, c'est une victoire de la République. Hein. Jemmapes. Et puis après, il y a la guerre de l'an 2. Hein. Cette guerre terrible après Neerwinden, les défaites jusqu'aux victoires de Jourdan, hein, et les traités de 95. Alors, je passe sur le déroulement de la guerre, mais j'en viens au traité qu'il a conclu. Les révolutionnaires ont fait la guerre, ont subi la guerre de l'Europe, ils l'ont provoquée, ils ont fait ce qu'il fallait pour. Couper la tête de Louis XVI, c'était pas très adroit du point de vue diplomatique. Couper celle de Marie-Antoinette, c'était encore plus maladroit. Songez qu'en 1794, voilà, prairial en 2, il n'y a dans tout Paris qu'une seule ambassade étrangère ouverte. Ce n'est pas celle d'une très grande puissance, c'est celle du Danemark. Oh, le Danemark, j'en ai même pas parlé. Hein. Bon, c'est le seul qui en gardait un diplomate. Tous les autres sont partis. Hein. La France était en guerre contre une coalition européenne. Elle règle cette guerre par une succession de traités à partir de 95 avec la Prusse, avec l'Espagne, avec l'Italie du Nord, la Savoie. Elle règle cette guerre avec le traité de Campo Formio, avec l'Autriche en 1797, c'est le Directoire, Bonaparte
Et les directeurs sentent le moment venu de reprendre dans un autre texte qui sera fondamental et constitutif, les principes de la nouvelle paix européenne, une paix qui admet en Europe l'existence, parmi les grandes puissances, d'une république, avec l'ouverture d'un congrès, le congrès de Rastatt, qui est convoqué pour l'année 98. Alors, le congrès de Rastatt en 98 doit réfléchir sur les nouveaux principes de la paix européenne. Et c'est très difficile, pour deux raisons qui n'ont pas de rapport l'une avec l'autre, mais qui font que ce congrès est un échec absolument retentissant. La première raison, c'est que, il faut l'avouer, les diplomates français envoyés par le directoire, il y a Dalco, Robergeau et le dernier s'appelle, j'ai oublié son nom, j'ai sur mes papiers mais c'est pas grave, j'oublie les noms, mais ça c'est la maladie d'Alzheimer. Ah ouais, mais c'est pour quand je serai vieux, c'est pas pour maintenant. Attendez, j'ai quand même oublié son nom, regarde, c'est le seul qui n'ait pas été assassiné. Eh oui, parce que ils se sont tellement mal conduits, écoutez, je ne retrouve pas sur mes papiers, sont en désordre, c'est pas grave. Les trois diplomates français qui se sont comportés comme des rustres, d'abord comme des conquérants. Ensuite, avec un langage de citoyen. Citoyen, comment tu vas? Alors qu'ils ont devant eux toutes les grandes familles d'Europe. Troisièmement, comme des vainqueurs. Alors que l'Europe accepte de négocier un système de paix entre deux négociateurs, eux disent c'est nous qui faisons la paix, car ce sont nos bottes qui sont allés chez vous, et pas vous qui êtes allés chez nous. Et puis, en plus, quatrièmement, ils font de l'espionnage, mais c'est pas du niveau de James Bond. Ils font de l'espionnage médiocre. Vous voyez, envoyer la femme de ménage fouiller la corbeille, et puis ils la vident sur leur bureau, ils commencent à trier les papiers. Et puis ils s'en vont en laissant les papiers sur le bureau, parce qu'il ne faut pas les remettre dans les ordres, comme si les Autrichiens n'envoyaient pas eux aussi la servante fouiller la corbeille. Mais les Autrichiens, ils le font discrètement, et eux indiscrètement. Bref, ils sont pris la main dans le sac, et les Autrichiens mettent un terme, à cause de l'espionnage, pas pour le reste, des Russes, c'est pas grave, mettent un terme à cette espèce de fausse représentation française, qui en fait est un nid d'espions, en les expulsant, et après qu'ils soient partis, honteusement partis, chassés de Rastatt, l'empereur d'Autriche dit « Non mais attendez, c'est pas assez, ils ont quand même pris les papiers avec eux, allez hop, il envoie ses hussards qui les étrillent à coups de sabre. » Ça fait quand même plusieurs morts, plus de 2 morts, parce que, bon, le troisième, celui dont le nom m'échappe, n'est pas mort, mais les 2 autres ont été tués, y compris un peuple considérable de secrétaires et de petits accompagnateurs, un scandale diplomatique inouï. Alors, le congrès disparaît à ce moment-là. Mais il y avait une autre raison pour laquelle il ne pouvait pas conclure. C'est que, en l'absence de nouveaux systèmes, la République française, elle, a inventé son système. Alors je parlais de paix française. Là, c'est une paix française qui fait désordre. Elle a inventé son système, qui est un système qui convient aux mentalités, on va dire, du directoire. Un système républicain. La République, est-ce toujours sa maladie? Parfois, je le crois. Elle est universelle. Ses valeurs, la liberté, la citoyenneté, j'ose dire, c'est plus le cas maintenant, mais c'était le cas à l'époque, la propriété, ces valeurs sont universelles. Donc la République, et ça c'est venu dans le courant des guerres, au lieu du droit de conquête qu'elle accepte de révoquer, c'est donner le droit de propagande. Et depuis 1995, et en 1997, et en 1998, au moment où se déroule le congrès, la République française exporte le modèle républicain, là je ne veux pas me tromper, elle exporte le modèle républicain en créant des républiques nouvelles sur la carte européenne, sans consulter, non pas les nations, mais les autres monarques avec lesquels elle discute en principe à Rastatt. Alors là, diplomatiquement, c'est quand même compliqué. Et la France elle-même, par rapport à toutes ces républiques qu'elle met en place autour d'elle, comme une sorte de no man's land, comme une sorte de glacis, elle se définit comme la mère de ces républiques.
Ces républiques, on les appelle des républiques sœurs. La France s'appelle elle-même, c'est Bonaparte qui a introduit l'expression dans le langage politique français, en décembre 1997, la grande nation. Là, donc il n'y en a qu'une, grande nation avec un N majuscule. Ce n'est pas les hommes, c'est le pays, c'est l'État, la grande nation, qui met en place des républiques sœurs. Elle a mis en place en 1995 une république batave en Hollande, qui a renversé le Stade Lutheran. Elle a mis en place en 1997, dans les pays allemands, une république cisrhénane. Et puis elle a trouvé que ça ne suffisait pas, tac, elle a annexé quand même les départements allemands. Comme elle a annexé les anciens Pays-Bas, au lieu de créer une république, qui à l'époque ne se serait pas appelée Belgique, mais République Belgique, le mot Belgique étant un adjectif. Elle ne l'a pas créé, mais elle a créé, vous le savez, une république ligurienne, à la place de l'ancienne république des Doges de Venise, une république cisalpine, en Italie du Nord, une république helvétique en Suisse, comme si les Suisses avaient besoin de leçons de république. Comme si les Suisses étaient à la recherche d'une grande nation qui serait une mère ou une sorte de curieuse sœur. Elle a créé une république romaine et il a fallu chasser le pape à coups de pied dans le derrière. Mais alors un pape, c'est quand même sérieux. On peut molester un petit souverain, un petit prince, même un prince savoyard. Mais le pape quand même. Elle a créé une république parthénopéenne, occasion unique pour la moitié des Européens de chercher à savoir ce que veut dire le mot. C'est la république napolitaine. Les parthénopéennes, c'est le mot ancien, ils prennent tout leur vocabulaire dans le vocabulaire grec ou romain. Et ce système de république étend dangereusement en Europe le modèle républicain. Alors c'est l'autre raison, et c'est la vraie raison, pour laquelle les souverains de l'Europe claquent la porte à Rastatt en disant « ben non, on ne redéfinit pas ». Et dans ce congrès de Rastatt, qui se déroule finalement mal, pour la première fois depuis un siècle et demi, personne n'a parlé des traités de Westphalie. On en a la preuve lorsque 4 ans après, 1802, Napoléon, après le voyage d'Égypte, après la mise en place du consulat, après avoir imposé sa paix aux Autrichiens, Lunéville, 1801, impose la paix aux Anglais, négocie la paix avec les Anglais. Peut-on imposer quelque chose à un Anglais ? Ça me paraît aussi compliqué que d'imposer une décision à un chat. Alors, on discute avec les Anglais. Mais il signe le traité d'Amiens, et le traité d'Amiens, qui lui, c'est un vrai texte fondamental. Il n'y en a pas pour Rastatt, il y en a un pour Amiens. Le traité d'Amiens est le premier traité depuis 1648 qui ne fasse pas référence à l'Europe de l'équilibre de 1748. Autrement dit, il a fallu un siècle pour révoquer l'équilibre. Au profit de quoi ? Conjoncturellement, j'ose pas dire que c'est au profit de la paix. J'aurais du mal à vous convaincre que l'Empire ait été une période de paix. Mais je dirais, après tout, qu'importe, c'est encore une dizaine d'années de guerre. Puis après 1815, mais dans un cadre à nouveau revisité par le Congrès de Vienne, on a enfin une Europe en paix, ce qu'elle est en majorité au 19e. Alors elle exporte ses guerres dans les colonies. Voilà, je m'arrête là. Vous voyez, j'ouvre des horizons. Je m'arrête là et je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Excusez-moi d'avoir un peu débordé la montre, mais je ne résiste pas quand je parle. Mais merci beaucoup d'avoir redéfini pour nous tous ces registres de la balance, de l'équilibre, du déséquilibre, du renversement d'équilibre. Je pense que vous aurez des questions à ces sujets. Voilà, le micro est à la salle. Merci. Bon, c'est un peu anecdotique, mais je voulais savoir si on avait beaucoup fantasmé sur le fameux secret du roi, la diplomatie parallèle là, de Louis XV. Et puis d'autre part, je crois qu'il y a une paix perpétuelle avec la Suisse. Alors là, c'est un peu flou dans mon... Je vais vous répondre aux deux questions. Attendez, je les note pour ne pas les oublier. Secret et paix perpétuelle. Pour le secret du roi, on a fantasmé. Le secret est secret, par définition. Sinon, il est public et ce n'est pas le secret. On a beaucoup fantasmé. Il est vrai que Louis XV, qui parlait très peu publiquement, qui ne s'exprime pas, il ne passe pas à la télé tous les 2 jours, Louis XV, doublé
sa diplomatie officielle d'une diplomatie personnelle, qu'on appelle le secret, qui est confié au comte de Broglie. C'est secret, mais il y a quand même pas mal de personnes qui sont dans le secret du roi. Et il est vrai que le secret du roi fait la véritable politique étrangère de Louis XV, en gros, après la guerre de 7 ans. C'est dans les dernières années du règne de Louis XV que le secret dirige la diplomatie de Louis XV au grand mécontentement des diplomates. C'est un peu normal. Louis XVI n'a pas su gérer un secret comme l'avait fait Louis XV. Louis XVI, il procède de manière beaucoup plus maladroite. Au lieu de nommer quelqu'un qui, le cas échéant, portera le chapeau, ça a été le cas du comte de Broglie, Louis XVI, il écrit lui-même des lettres à l'empereur, qui après tout est son beau-frère. Alors, il est encore plus secret, mais il n'a pas su le gérer. Et donc, le secret a existé. Ça, c'est une évidence. J'ajouterais que moi, comme historien, si vous voulez, peut-être même comme citoyen, je ne sais pas, ça ne me choque pas beaucoup. Nous vivons dans une époque où tout doit être public. Moi, je suis effrayé par la dictature de cette espèce de publicité de tout ce qu'on est. Bon, pour votre deuxième question, la réponse risque d'être un peu plus longue. Excusez-moi, mais je la fais quand même parce qu'elle est très intéressante. La France, en 1516, a signé avec la Suisse un traité de Fribourg, qui est un traité que nous avons appelé de paix perpétuelle, pas les Suisses. Pour les Suisses, c'est un traité de recrutement de soldats suisses par le roi de France en Suisse. Nous avons, avec les cantons catholiques et plus tard réformés, des textes, des accords qui s'appellent des capitulations, qui nous permettent d'aller recruter les soldats, avec une règle qui accompagne ce recrutement, qui donc en fait un traité de paix. Ces soldats ne feront jamais la guerre au roi de France. Bon, donc c'est un traité de paix. Il est devenu perpétuel dans les faits. Et comme on a pris l'habitude de renouveler les capitulations, on s'est mis au milieu du XVIIe siècle à l'appeler traité de paix perpétuel. Voyez, constatant qu'il est conclu en 1516 et qu'en 1650, Louis XIV l'applique toujours. Donc il existe encore une paix qui a duré 150 ans. C'est à ne pas croire, elle est perpétuelle. C'est une bonne mesure du perpétuel. Elle a duré en réalité, la paix perpétuelle, jusqu'en 1798, lorsque la France entre militairement en Suisse pour changer la République et créer avec la Confédération des 13 cantons la République helvétique. Donc c'est une paix qui a vraiment duré 300 ans à peu près, qui effectivement a eu comme effet que la France n'a plus jamais été en guerre avec la Suisse pendant ces 300 ans. Puis elle le redevient à l'époque de... c'est Masséna qui rentre en Suisse, en gros à l'époque napoléonienne, quoi. Pas pour très longtemps, la République va être comprise dans le système impérial, on retrouvera la paix qu'on a ensuite retrouvée après. Voilà. Mais j'ajouterais, ça va vous décevoir, mais c'est pas grave, chronologiquement, c'est pas la première paix perpétuelle que la France ait signée, c'est la seconde. La première paix perpétuelle, nous ne l'avons jamais appelée paix perpétuelle non plus, parce que c'est avec un État qui n'est vraiment pas de vocation militaire, c'est le Concordat de Bologne, signé avec la papauté, avec le pape Léon X, Concordat de Bologne, qui a été signé avant le traité avec les Suisses. Mais dans la même politique de François Ier, qui essayait, après la victoire de Marignan 1515, tout ça, ça date de 1516, ce dont je parle, qui essayait de mettre l'Europe en paix, en gros, sous la domination française, bien sûr. Et le Concordat de Bologne, signé avec le pape Léon X, qui comprend concrètement les articles que nous retiendrons, nous historiens, la désignation par le roi de France des évêques sur une triple candidature qui lui est proposée, des évêques et des abbés, donc la mainmise du roi de France sur l'Église de France, donc une Église gallicane, ce qui permettra de la protéger de la réforme, soit dit au passage, c'est en même temps un traité de paix, car de paix militaire. Il ne faut pas oublier que le pape, aussi curieux que ce soit, il a une armée, que le pape Jules II, il mettait son armure et il partait en guerre, comme Charles Quint plus tard. Et la France a été en guerre contre les papes.
Voyez, une guerre qui se passe à coups d'épée. Alors les soldats du pape sont des Suisses, ça c'est clair. Hein. Il y a sans doute quelques Romains dedans, je suppose. Hein. Et aussi un traité de paix. Et ce traité de paix, qui se double des clauses de nomination des évêques, hein, va durer, lui, jusqu'en gros 1798, comme pour les Suisses, lorsque la France rentre dans les États romains, les États pontificaux romains, au pluriel, c'est plusieurs territoires, hein, et les transforme en république. Oui. Alors là, on le fait militairement, c'est une conquête militaire de Rome. Donc c'est une autre paix perpétuelle qui a à peu près le même calendrier, hein, et qui, comme la première, se double en réalité d'un autre accord qui, lui, a été appliqué pendant les 300 ans, pendant les presque 300 ans, sans aucune difficulté. Il n'y en a pas eu d'autres. Hein. Le problème d'une paix perpétuelle, je crois, c'est qu'elle est possible entre un État quelconque et un tout petit État. Le petit, il a intérêt à la respecter. Bon, donc, elle est garantie. Une autre question ? Oui, j'aurais aimé savoir si les fondateurs de la Société des Nations ont fait référence à l'abbé de Saint-Pierre, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'il y a quelqu'un en Europe continentale qui a envisagé ce que les Anglais envisagent, à savoir la puissance maritime est prépondérante, et le reste de la carte du globe l'est aussi par rapport à la petite Europe? La réponse est 2 fois oui. Je commence par la réponse à la deuxième question. J'aime mieux la première, elle m'intéresse plus, mais la deuxième, elle se pose réellement. Oui, l'idée de créer une puissance maritime, ça a quand même été le grand rêve espagnol. Hein, et on oublie, nous, dans notre histoire, parce que je le sais, je l'écris, moi. Hein, je fais comme les autres, hein, je l'enseigne, je fais comme les autres profs, j'ai des programmes. Hein. Notre histoire, elle oublie beaucoup trop que l'Espagne est une très grande puissance maritime. Quand l'Angleterre s'empare de la mer, son ennemi n'est plus la France. Qu'est-ce que c'est que la flotte française, hein? Bon, son ennemi, c'est l'Espagne, voyez, qui a un très grand empire colonial. C'est toute l'Amérique, et qu'en plus, ils viennent de l'augmenter de la Louisiane. Donc, il y a une deuxième puissance qui a cette vision. Alors, le problème, c'est qu'ils n'ont pas géré cette vision comme les Anglais. Les Anglais, eux, ont utilisé l'espace maritime et, finalement, à part l'Amérique, mais qui leur échappe avec la guerre d'indépendance, relativement peu d'espace continental. Et là-dessus, ils ont fait du commerce. Tandis que l'Espagne, elle a mobilisé sur le vecteur de l'espace maritime, lieu de circulation ou d'échange, de bateaux, hein, un immense espace continental, l'Amérique, dont elle a épuisé les richesses à son profit. Alors l'Angleterre, elle commerce, elle ne ramasse pas. C'est pas pareil comme comportement. Et votre première question, eh bien, oui. Le traité de la baie de Saint-Pierre a peu été lu parce qu'il est peu lisible. Hein. Mais il n'a pas été oublié. Et il revient. D'abord en 1795, j'aurais pu le dire, ça. Tiens, j'aurais pu le dire, j'aurais dû le dire même. Oui. Il revient avec Kant. Emmanuel Kant, le philosophe de Königsberg, qui a lu Rousseau. Il n'a pas lu Saint-Pierre, il a lu Rousseau. Mais Rousseau renvoie à Saint-Pierre, donc il hérite aussi de Saint-Pierre. Hein, et qui ajoute au discours que je prêtais à Rousseau tout à l'heure, en le schématisant un petit peu, hein, il faudrait une révolution, mais ne faites pas une révolution, ça fait couler trop de sang. Kant, lui, en 1795, il dit, mais la révolution, ça y est, elle a été faite. Et la République, il en existe une. Alors, il reprend le projet de paix perpétuelle avec l'idée que, sur ce modèle qui s'adresse au peuple, on puisse établir une assemblée qui n'aura pas d'existence, que ne sera pas le Congrès de Vienne. En revanche, au XIXe siècle, dans le courant du XIXe siècle, des mouvements très nombreux, nés aux États-Unis d'abord, puis en Angleterre, puis en Belgique, puis en France, puis en Suisse, se sont matérialisés par la création de sociétés de paix, dont le point de rassemblement en Europe va être finalement la Suisse à la fin du XIXe siècle. Ces sociétés de paix se cherchent des pères fondateurs et des théoriciens français ou belges ont ressuscité la baie de Saint-Pierre à ce moment-là en prenant, pas uniquement dans le projet de paix perpétuelle, mais dans d'autres de ses écrits,
quelques fragments qui sont plus présentables et plus faciles à comprendre que les autres. Donc le nom circule. Et lorsque les pères fondateurs de la Société des Nations, qui en réalité créent un peu ce qu'avait prévu l'abbé de Saint-Pierre, mais à Genève au lieu de le créer à Utrecht, se cherchent aussi les pères fondateurs. Premièrement, Sully, qui est le grand prédécesseur de l'abbé de Saint-Pierre. Deuxièmement, Cominius, l'évêque morave, qui au milieu du XVIIe siècle a eu un projet très intellectuel d'Union européenne. Troisièmement, l'abbé de Saint-Pierre. Quatrièmement, Kant. Voyez, et il est revenu. Il a son portrait dans la salle de la Société des Nations. Le seul portrait de lui que l'on connaisse. D'ailleurs, on n'en connaît qu'un portrait de lui qui soit officiel. Il y a d'autres portraits qui sont faux, qui lui donnent une drôle de tête. Mais les 4 portraits sont dans la salle de la Société des Nations, qui parlent de paix et qui prônent la paix. Et à ces 4 noms vont s'ajouter alors d'autres noms, Koudenov, Kalergi par exemple, ou Aristide Briand plus tard, les noms de son époque. Et j'ajouterai, pour aller jusqu'au bout de votre question, que il existe 2 rues de l'abbé Saint-Pierre en France. 2 seulement, ou avenues. 2 rues. L'une est une avenue, elle est à Suresnes, et l'autre est une place, elle est à Saint-Pierre-Église. À Saint-Pierre-Église, c'est parce que c'est son village natal. Alors, comme c'est le seul grand homme du village, parce que les héros de Saint-Pierre-Église, on ne les connaît pas beaucoup, mais celui-là, on le connaît. Alors évidemment, la place s'appelle place de l'abbé Saint-Pierre, il y a une statue. Franchement, elle n'est pas belle. Mais ils n'ont pas de modèle. Alors, je trouve que le sculpteur, il aurait pu faire mieux. Mais enfin, je ne suis pas sculpteur. Et puis, à Suresnes, c'est parce qu'il se trouve que le maire de Suresnes, l'année, je dis de mémoire l'année, je crois que c'est 1932. C'est un communiste militant, dans la belle époque du communisme, qui est un fanatique pacifiste, mais au sens généreux du terme. Et il a déjà travaillé dans des mouvements pacifistes. Et c'est lui qui, un beau jour, décide de donner à un quartier de Suresnes le nom de tous les grands fondateurs de la paix. Alors vous avez une rue de l'abbé de Saint-Pierre. Personne ne sait qui c'est, Suresnes. Mais demandez un jour à des gars de Suresnes qui c'est celui-là, ils diront « Oh, ça doit être un ancien curé de la paroisse. » Ils ne peuvent rien en savoir d'autre. Mais à côté, vous avez la rue Kant, la rue Sully, etc. Je ne connais pas toutes les rues de Suresnes, mais tout un quartier, vous voyez. Donc le nom existe encore. Il y a eu un colloque à l'occasion je crois, en 1998, du 250e anniversaire de la naissance de l'abbé de Saint-Pierre. Et il y a eu depuis un autre colloque international sur la paix qui s'est tenu à Cerisy, en Normandie, proche du pays de l'abbé de Saint-Pierre, où son nom a été vraiment revenu, je veux dire, à l'ordre de la réflexion historique, ainsi que ses écrits. Et puis, aux universités de Caen et de Rouen, dans le cadre du Centre de la paix de Caen. Vous savez, à Caen, il y a un grand mémorial de la paix. Bon, l'université travaille avec le mémorial et avec l'université de Rouen, et elles ont un domaine philosophique, d'ailleurs, pas historique, qui travaille sur les travaux de l'abbé de Saint-Pierre. Donc, maintenant, il est plus vivant. Maintenant, peut-être qu'il y a un siècle et demi. Oui, merci beaucoup pour votre intervention et votre exposé. Juste sur les relations entre les Anglais et les Espagnols, est-ce que le problème de Gibraltar vient du traité d'Utrecht? Est-ce que c'est une cession dite perpétuelle? Merci. Oui, c'est pas... Le mot perpétuel, il n'est pas employé. C'est un territoire qui a été donné à l'Angleterre. Point. C'est à perpétuité. C'est anglais. Et c'est ce qui pose toujours le problème aujourd'hui, puisque depuis que Gibraltar est tombé aux mains des Anglais, en toute souveraineté, à une époque où ça n'était pas choquant, à une époque où on devenait le souverain d'un territoire qu'on avait négocié, ou qu'on avait conquis, parfois qu'on avait acheté, ça ne choquait pas du tout. Et puis le rocher de Gibraltar, quand les Anglais le prennent, c'est peut-être la porte sur toute la Méditerranée, mais c'est pas la porte sur beaucoup d'Espagnols, parce qu'il y a quelques singes, ils y sont toujours, pour le reste c'est désert quand les Anglais s'y installent. Alors, ça ne gêne absolument pas. Mais les Espagnols, puissance maritime, ont vite compris que c'était quand même la porte de la Méditerranée. Donc ils ont, en gros,
dès la première guerre d'Espagne, 1719. Ils ont commencé à réclamer la restitution de Gibraltar. Les Anglais n'ont jamais varié dans leur réponse. Ils en sont toujours sur la même réponse. Ils disent non. Gibraltar est anglais, on ne voit pas pourquoi ce serait espagnol. Alors évidemment, nous avons, sur les souverainetés même territoriales, et sur la construction d'une carte, sur les frontières, sur les limites, une autre vision que celle des gens de cette époque. Bon, les Anglais, eux, même aujourd'hui, n'oublient pas que la mer, elle doit d'abord être anglaise. Donc ils gardent Gibraltar. Je sais pas combien de temps, mais je vais comparer... le cas de Gibraltar n'est pas comparable à ce qu'a été le cas de Hong Kong, par exemple. Vous vous rappelez, Hong Kong, c'est un rocher aussi, enfin, plus gros que Gibraltar. Bon, maintenant beaucoup plus riche. Les Anglais l'avaient obtenu des Chinois à concession pour 99 ans. Donc, quand les 99 années ont été échues, ils l'ont rendu. Là, il n'y avait pas de problème, je vais dire, du point de vue juridique. Alors ensuite, il a fallu élaborer le statut de Hong Kong dans la République chinoise, c'est autre chose. Parce que quand la Chine l'a donné aux Anglais, la Chine n'était pas républicaine, c'était la Chine impériale. Donc il y avait là peut-être un problème qui pouvait se jouer. Mais le territoire n'était pas anglais, il était anglais pour 99 ans. Pour Gibraltar, il n'y a pas de limite dans le temps et le mot perpétuel n'est pas employé. Il était anglais. Écoutez, c'est comme l'île de Ré, elle est française quand même. On va dire qu'elle est française à titre perpétuel. Moi je veux bien, elle est française. Oui. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clore la séance en vous remerciant encore une fois. Merci.